d'immenses colonnes de vent tombées du ciel qui se déplacent à grande vitesse, emportant tout sur leur passage. J'ai été soulevé dans les airs, mes lunettes se sont envolées, il y a eu un énorme bruit et le plafond m'est tombé dessus. Les tornades sont des forces de la nature que rien ne peut arrêter. Il est hors de question d'affronter un monstre pareil, un phénomène aussi destructeur qu'une tornade. Grâce à la science, on sait aujourd'hui que ces tourbillons de vent géants se créent au cœur des orages les plus violents. Quand des masses d'air à la température et à l'humidité différentes se rencontrent, quand les vents d'altitude peuvent souffler à la vitesse d'un TGV, les conditions sont réunies pour créer des monstres à la force terrifiante. Les vents les plus forts à la surface de la Terre possible ont lieu dans les tornades. Les tornades peuvent prendre les formes les plus incroyables, comme celle de trompes d'eau au-dessus des océans. Sur Terre, leur puissance est inégalée. À l'intérieur du tourbillon des plus grosses d'entre elles, les vents peuvent tourner à près de 500 km à l'heure. Pire, un même orage peut produire en même temps plusieurs tornades sur quelques kilomètres. Quelles en sont les formes les plus extrêmes? Nous nous rendrons d'abord aux États-Unis, un des endroits qui connaît le plus de tornades chaque année. Aux États-Unis, il y a environ 1200-1300 tornades chaque année. Dans la Tornado Alley, nous découvrirons comment se forment ce que les spécialistes appellent des F5, les plus puissantes tornades jamais mesurées. Et ce, grâce à l'exemple de la tornade de Moore en mai 2013, qui a détruit en moins d'une heure près de 1200 bâtiments et tué 24 personnes, faisant 2 milliards de dollars de dégâts. Quand vous la voyez descendre la rue et tout déchiqueter, vous vous dites « ça y est, je vais mourir ». Nous verrons ensuite que les tornades frappent dans de nombreux endroits sur la planète, mais aussi en France. Ainsi, en août 2008, un tourbillon gigantesque a ravagé la petite ville de Hautmont, dans le Nord. C'est un phénomène qui mesurait entre 70 et 100 mètres au plus large, qui se déplaçait à près de 100 km/h. Vous sortez de chez vous, vous arrivez, vous voyez ce phénomène qui arrive. Honnêtement, il n'y a plus rien à faire. Grâce à la science, nous comprendrons comment une tornade peut soulever un camion, mais aussi envoyer des débris à plusieurs centaines de kilomètres. On a déjà vu des tornades qui ont produit des projections d'objets telles qu'une clé plantée dans des murs en briques. Enfin, nous découvrirons un phénomène encore plus inquiétant et de plus en plus courant aux États-Unis, les outbreaks. On peut aller parfois jusqu'à plusieurs centaines de tornades en quelques jours. Des centaines de tornades qui ravagent en même temps un territoire quand les conditions idéales sont réunies. Puissance, vitesse et destruction, sur le terrain, des scientifiques cherchent à comprendre ces phénomènes pour tenter d'en limiter l'impact. Reste à savoir si un jour nous pourrons les prévoir pour s'en prémunir. Un ciel plombé par des nuages noirs comme l'enfer. Le bruit du tonnerre qui gronde. Quand tout à coup, une langue de brume jaillit au-dessous de l'orage. Elle prend la forme d'un entonnoir tout en tournant sur elle-même. En touchant le sol, elle devient une tornade qui détruit tout sur son passage. Tous les ans, elles font parler d'elle dans les médias. Elles fascinent par leur puissance qui semble incontrôlable et les nombreux dégâts qu'elles génèrent. Si le grand public sait peu de choses sur ces forces de la nature, les scientifiques ont percé la plupart des secrets de ces tourbillons géants venus du ciel. Mais alors, qu'est-ce qu'une tornade? Alors une tornade, c'est un tourbillon dans lequel règnent des vents extrêmement violents et qui prend naissance à la base de l'orage et qui descend jusqu'au sol. Un immense aspirateur qui avale tout sur son passage et qui naît dans les plus puissants orages. Aujourd'hui, les spécialistes connaissent beaucoup de choses sur ce phénomène complexe et destructeur. Tout dépend de deux éléments naturels particulièrement puissants. D'un côté, l'instabilité météorologique. Quand des masses d'air que tout oppose s'entrechoquent, c'est là qu'apparaissent les tornades. De l'autre, le jet stream, un vent d'altitude parmi les plus puissants de la planète qui va protéger et amplifier les tourbillons géants. Pour percer les secrets des tornades, direction les États-Unis. Aux États-Unis, il y a
environ 1200, 1300 tornades chaque année sur l'ensemble du territoire. Mais il faut savoir que les 2/3 de ces tornades se concentrent plus spécifiquement sur la Tornado Alley, une grande partie des plaines du centre et de l'est des États-Unis. Les États-Unis sont l'un des endroits les plus touchés par les tornades sur la planète. Dans ce pays de la démesure, 800 tornades en moyenne ravagent chaque année la Tornado Alley, l'allée des tornades. Sur ce territoire immense qui fait environ 3 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la taille de la France, non seulement il y a de nombreuses tornades, mais en plus elles sont parmi les plus destructrices. Ainsi, en mars 1925, une tornade exceptionnelle dévaste 3 États du centre des États-Unis. Elle bat un terrible record. Alors en 1925, on a assisté à ce que l'on appelle la Tri-State Tornado, c'est-à-dire une tornade qui a été la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, qui a quand même parcouru pendant 3h30 le pays sur une distance de 325 km. Le bilan de ce monstre sera de 695 tués. Le 3 mai 1999, de multiples vortex se déclenchent, dont une tornade géante où seront relevés les vents les plus rapides mesurés sur Terre. 484 km/h. Le coût total des destructions sera estimé à près de 3 milliards de dollars. Fin mai 2013, la tornade la plus large de l'histoire est mesurée à El Reno, dans l'Oklahoma. Plus de 4 km à sa base, soit la superficie des 7 premiers arrondissements de la ville de Paris. Quand on l'apercevait, beaucoup de gens ne se rendaient même pas compte que c'était une tornade, tellement elle était large. On pensait à une espèce de colonne de grêle ou une pluie extrêmement intense, et il y avait des petits points qui montaient, c'était les phares des voitures qui avaient été aspirés et qui étaient rejetés sur les bords de la tornade. Alors qu'est-ce qui explique ces phénomènes et leur violence dans cette zone si précise des États-Unis? La Tornado Alley regroupe tous les ingrédients pour créer les pires orages créateurs de tornades. Elle est le lieu de rencontre de plusieurs masses d'air que tout oppose. C'est d'une part l'air chaud et humide qui remonte du golfe du Mexique, d'autre part de l'air moins chaud et sec qui vient de la partie sud des Rocheuses, et puis de l'air froid en provenance du Canada ou du nord des Rocheuses qui arrive par le nord-ouest. C'est la rencontre de ces 3 masses d'air qui ont un taux d'humidité et de température différent qui est à l'origine de tout. Pourquoi? Tout commence avec le Soleil. La Terre étant ronde, les rayons solaires ont plus ou moins de distance à parcourir. Cela crée donc des zones où l'air est plus ou moins chaud. Ensuite, selon la température, l'air ne se comporte pas toujours de la même manière. Ce principe scientifique est bien connu des physiciens. C'est le principe de la convection thermique. La convection thermique, c'est le phénomène physique qui tente à provoquer des mouvements d'air dans l'atmosphère, ces mouvements étant générés par des différences de température. Avec la chaleur, l'air se dilate. Les molécules qui le composent vont s'écarter les unes des autres. Comme il y a moins de molécules, cet air chaud est plus léger. Au contraire, si l'air est froid, les molécules se resserrent les unes contre les autres. L'air froid sera plus lourd. Un phénomène qui combine température et humidité atmosphérique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'air humide est plus léger que l'air sec. Donc la masse d'air la plus légère dans l'absolu, c'est une masse d'air chaude et humide, contrairement à de l'air froid et sec qui va être, lui, très dense. C'est exactement ce qui se passe au-dessus d'une casserole où de l'eau est en train de bouillir. On voit la vapeur monter, et cette vapeur, c'est de l'air chargé d'humidité. Revenons à la Tornado Alley. L'air sec venu du sud-ouest des États-Unis, plus lourd, va passer sous l'air chaud et humide venu du golfe du Mexique. Il va le pousser vers le haut. En montant, l'air chaud va se refroidir et un autre phénomène va entraîner l'apparition des nuages, la condensation. Au bout d'un moment, cet air chaud et humide finit par se refroidir tellement que l'humidité qu'il contient se condense, forme des gouttelettes et donc un nuage d'orage. Ce nuage est appelé cumulonimbus. Et c'est dans son cœur que vont apparaître ce que les scientifiques appellent des cellules, c'est-à-dire des phénomènes orageux. Quand il n'y a qu'une cellule, l'orage est dit monocellulaire. C'est le cas des perturbations que nous connaissons chez nous l'été, des orages d'assez faible puissance. En revanche, certains orages sont particulièrement violents. Ce sont les orages supercellulaires. Ce sont eux qui créent les tornades. Et c'est ce qui s'est passé dans la ville de Moore en 2013, aux États-Unis. Le 20 mai 2013, une des pires tornades connues s'est abattue sur la cité de Moore dans l'Oklahoma. En 40 minutes, elle a parcouru près de 30 km, détruisant 1150 maisons
et 2 écoles. Nous sommes exactement au cœur de l'épicentre. On voit clairement d'où elle est venue. Ceci est tout ce qui reste d'une des écoles, celle du petit Gabriel Wheeler. Et ce jour-là, David, son père, a vécu le pire moment de sa vie. On regardait les infos et j'ai compris que ça allait frapper directement l'école de mon fils. Au cœur du tourbillon, la vitesse des vents a été mesurée à 338 km/h. Rien ne peut résister à une telle violence. Les spécialistes ont alors classé ce monstre de vent en catégorie F5. En termes de destruction, une tornade F5 est ce qu'il y a de plus extrême. Donc ça veut dire des bâtiments, même les plus durs, qui peuvent être soit sévèrement endommagés, soit détruits. Le transport d'objets, bien évidemment, les véhicules qui s'envolent, les camions qui s'envolent. Les tornades sont classées selon l'échelle de Fujita Person, de F0 à F5, selon les dégâts qu'elles provoquent et la vitesse des vents dans leur cœur. Alors F0, on va avoir des branches cassées, on va avoir de l'herbe couchée, éventuellement un petit hangar qui peut être endommagé, jusqu'à la F5 qui peut raser un bâtiment jusqu'aux fondations. Comparé à cette puissance, une F0 peut sembler ridicule. Pourtant, avec des vents soufflant jusqu'à 137 km/h, elle est au niveau d'une violente tempête. Et une F1 qui souffle jusqu'à 177 km/h, c'est l'équivalent d'un ouragan. Cela montre bien que les tornades sont une des forces de la nature les plus violentes. Alors comment une F5 a-t-elle pu apparaître dans la ville de Moore en 2013 ? Alors, le 20 mai 2013, on avait les conditions entre guillemets classiques, le cas d'école d'une situation à fort risque tornadique, avec de l'air très chaud et humide qui remonte dans un flux de sud depuis le golfe du Mexique, et puis cet air plus sec aussi qui est arrivé par l'ouest du Texas. Donc voilà, une situation classique, et donc un front orageux qui s'est formé à l'interface entre l'air sec et l'air humide, et en plein sur l'Oklahoma. Donc on a eu des orages supercellulaires, tornadiques particulièrement violents. Pour les scientifiques, tout repose sur le principe de convection. L'air chaud et humide est moins dense que l'air sec. Il pousse l'air chaud vers le haut. Et plus la différence d'humidité et de température est importante, plus la poussée va être forte, créant des vents ascendants très rapides. Dans le cas de la F5 de Moore, la différence entre l'air sec venu du Texas et l'air chaud et humide du golfe du Mexique est énorme. Celui-ci monte à la vitesse de 180 km/h. Cette vitesse, c'est de l'énergie brute. Dans le cas de Moore, elle s'élève à 5000 joules par kilo. Et 5000 joules par kilo, vu la taille de cet orage, cela équivaut à la puissance de la bombe nucléaire de Nagasaki. Et ce n'est pas tout, car c'est là que la troisième masse d'air présente dans la Tornado Alley va entrer en jeu. En plus des deux masses d'air venues du Texas et du golfe du Mexique, une autre plus froide descend depuis le Canada. La rencontre entre cet air froid du nord et l'air chaud du sud va créer un déséquilibre à cause des différences de pression. Nous l'avons vu, la température de l'air le rend plus ou moins lourd. L'air exerce donc plus ou moins de pression selon qu'il fait plus chaud ou plus froid à tel ou tel endroit. Or, la nature a horreur des déséquilibres. Elle va chercher à éliminer ces différences. On voit tout de suite que les régions chaudes sont plus légères, les régions froides sont plus lourdes, et donc ça va induire des mouvements d'air du froid vers le chaud pour rééquilibrer justement cette pression. D'une manière générale, ces mouvements d'air entre zones de pression différentes, c'est ce qu'on appelle le vent. Dans la Tornado Alley, ce vent va aller de l'air polaire, qui a plus de pression, vers l'air chaud qui en a moins. Là encore, la différence de température et donc de pression est tellement importante que ce courant, appelé jet stream ou courant de jet, est particulièrement rapide. Ça peut aller de l'ordre de quelques dizaines de km/h, parfois 90 km/h, mais jusqu'à des valeurs extrêmement importantes, de l'ordre de 320, 360 km/h. Et parfois, dans certaines situations, il a dépassé les 500 km/h. Ce jet stream circule en altitude. Et sa vitesse est si grande qu'il crée un phénomène d'aspiration de tout ce qu'il y a en dessous de lui. Lorsqu'il va passer sur les sommets de l'orage, il va littéralement l'aspirer encore plus haut et donner une capacité d'ascension verticale à l'orage bien plus importante. Le jet stream rend l'ascension de l'air chaud et humide si puissante que l'orage prend des proportions énormes en quelques minutes. Donc ça fait un énorme nuage qui part de 1 km d'altitude jusqu'à 10-15 km. Un nuage d'orage d'environ 14 km de haut. C'est près de 3 fois la hauteur du Mont Blanc. À Moore, en mai 2013,
Ce nuage est devenu un monstre atmosphérique qui réunira bientôt toutes les conditions pour créer une tornade destructrice. Propulsé à très haute altitude, l'air chaud se refroidit rapidement, ce qui accentue le phénomène de condensation. Les gouttelettes vont grossir, il y a aussi des cristaux, des grêlons qui se forment, et donc c'est ça qui donne les fortes précipitations sous les orages. Un déluge s'abat. Toutes ces précipitations pourraient avoir un rôle très positif. Elles pourraient tomber sur l'orage et tuer son alimentation en air chaud. Bref, elles pourraient le faire disparaître. C'est ce qui se passe en temps normal. Mais pas quand il y a le jet stream, comme à Moore. Dès qu'il arrive en altitude, l'air chaud et humide est poussé par ce vent surpuissant. Et quand il se transforme en précipitation, celle-ci tombe à côté. En mai 2013, la tornade va se déclencher en quelques minutes. William Diggs se rappelle très bien de ce moment qu'il a vu naître sous ses yeux. Quand je regardais dans cette direction, je voyais les nuages tourner et la tornade prête à toucher le sol. Ce qu'a vu William est typique lors de la naissance d'une tornade. La colonne d'air ascendant est prête, protégée par des fortes précipitations. Il ne lui reste qu'à se mettre en rotation pour former une tornade. Et pour que cela arrive, il faut qu'un autre phénomène lié au vent se produise, ce que les scientifiques appellent le cisaillement de vent. Avant la naissance proprement dit de la tornade, l'orage lui-même va se mettre en rotation. Comment? Tout simplement par un effet de cisaillement. Ce sont des vents de sens opposé qui vont commencer à entraîner une rotation du système orageux. Et c'est seulement après que la tornade va prendre naissance. Le cisaillement, c'est quand les vents ne vont pas dans le même sens à la surface de la Terre et en altitude. Ces vents opposés vont alors entraîner la rotation de l'orage en deux temps. Tout d'abord, l'air ascendant se met à tourner sur lui-même selon un axe horizontal. Les vents au sol le poussent dans un sens et ceux en altitude le poussent dans l'autre. Ensuite, comme l'air continue d'être très fortement aspiré par le haut, la rotation va se redresser et former une énorme colonne de vent ascendant et tourbillonnant. Ce tourbillon géant, qui peut avoir un diamètre variable, c'est entre 1 km et parfois 15-20 km pour les plus gros, s'appelle un mésocyclone. Et là, on va avoir cette rotation qui s'effectue et la colonne d'air chaud qui va monter. C'est quand il se met à tourner et que le mésocyclone apparaît que l'orage passe en classe supercellulaire. C'est ainsi que sont appelés les orages les plus dangereux. À partir de ce moment-là, les forces contenues dans l'orage peuvent se concentrer pour former une tornade particulièrement destructrice. C'est exactement ce qui s'est passé ce 20 mai 2013 dans l'Oklahoma. Les cisaillements sur l'Oklahoma ce jour-là étaient particulièrement favorables au renforcement de l'orage et donc de la rotation mésocyclonique. Et c'est ça qui a fait que cette tornade a pu se renforcer rapidement. À 14h56, une tornade apparaît à 7 km au sud-ouest de la petite ville de Newcastle. Au départ, elle n'est pas très puissante, classée en F0. Mais elle se déplace très vite et prend rapidement de la puissance. En 10 minutes à peine, elle avance de plus de 6 km et atteint la catégorie F4. Alors une tornade F4, c'est quand même un phénomène dont les vitesses des vents dans le vortex sont comprises entre 300 et 400 km/h approximativement. Et bien évidemment, sur des maisons qui sont américaines, composées essentiellement de bois, de préfabriqués et de placo, il est bien évident que les maisons sont littéralement soufflées. La tornade poursuit son chemin et traverse l'autoroute Interstate 35. Aux portes de la ville de Moore, elle dévaste un ranch, tuant une centaine de chevaux. Et alors qu'elle s'apprête à entrer dans la ville, elle passe en catégorie F5. Une tornade F5 sur une zone urbaine est la pire des situations, c'est la situation que l'on appelle catastrophique. Ça veut dire que là, elle va augmenter en puissance, bien évidemment, mais aussi elle va se nourrir de tous les objets qu'elle absorbe et qu'elle va en fait éjecter alentour. Donc autant de projectiles mortels ou potentiellement en capacité de blesser gravement les gens. Et puis elle va bien entendu passer sur des zones urbanisées, donc faire considérablement exploser le nombre de victimes. Les habitants de Moore sont alertés par les médias. C'est la panique, car le monstre de vent fonce droit sur eux. Quand vous la voyez descendre la rue et tout déchiqueté, vous vous dites « Ça y est, je vais mourir ». La tornade fonce sur cette pharmacie. Les clients ont juste le temps de se calfeutrer dans la remise. On entendait la tornade arriver et on a senti dans nos oreilles un changement de pression et on entendait les débris en train de tout casser. La tornade arrache tout sur son passage, câbles et transformateurs compris. Elle passe heureusement juste à côté de la pharmacie. Après avoir rasé les premiers quartiers,
la tornade se dirige droit sur l'école du fils de David Wheeler. Dès que j'ai appris qu'elle allait du côté de son école, j'ai foncé. Impossible pour ce père de famille de rattraper la tornade qui fonce à près de 100 km/h. D'autant qu'un déluge s'abat sur la ville. Quand il arrive sur place, tout a été rasé. Quelques sauveteurs creusent dans les décombres. Pendant 3 heures, il va fouiller au milieu des gravats et finir par retrouver son fils. Le petit Gabriel est presque indemne. Un véritable miracle, car quand la tornade a frappé l'école, les vents mesurés en son centre atteignaient près de 340 km/h. C'était horrible, c'était très dur. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai été soulevé dans les airs, mes lunettes se sont envolées, il y a eu un énorme bruit et le plafond m'est tombé dessus. En quelques minutes, 24 personnes ont été tuées, dont 6 dans cette école. Un autre établissement va être rasé et 1150 maisons vont être détruites. Pour les témoins du phénomène, la tornade de Moore restera comme une catastrophe d'une rare violence. Je l'ai vue partir au loin. Elle était énorme. Aussi grosse que l'immeuble qui est devant moi. Au final, le coût des dégâts occasionnés dépasse les 2 milliards de dollars. Ce n'est que 8 km plus loin, à l'est de la ville, que la tornade va finir par disparaître, laissant derrière elle un champ de ruines et de dévastation. Voilà pour les tornades qui dévastent le centre des États-Unis chaque printemps. Si elles sont les plus médiatisées, ce ne sont pas les seules sur la planète. Loin de là. De vastes zones du monde peuvent connaître des tornades, mais avec des fréquences ou des probabilités plus ou moins fortes. Pour qu'il y ait des tornades, il faut des orages. Ce n'est pas là où il y a le plus d'orages sur la Terre, les régions équatoriales, qu'il y a le plus de tornades, car l'autre facteur indispensable est absent. Il n'y a pas de jet stream. Le jet stream favorable à la formation des tornades, on va le trouver principalement en périphérie des zones subtropicales. Les zones subtropicales entourent l'équateur, formant ainsi une vaste bande de terre de plusieurs milliers de kilomètres. Les pays les plus touchés par les tornades sont tous à la limite de cette zone. Il y a bien sûr les États-Unis, mais aussi en dessous il y a l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Australie. Et au-dessus le Japon, la Chine, l'Inde et surtout le Bangladesh. En 1989 au Bangladesh, une tornade, la plus meurtrière de l'histoire répertoriée à ce jour, a fait quand même 1300 victimes. La tornade de 1989 était une F5 dont le vortex, c'est-à-dire le tourbillon, faisait 2,4 km de large, l'équivalent du pont de Millau. Et si elle a fait autant de victimes, c'est qu'elle a traversé plusieurs bidonvilles très habités. Il est presque impossible de connaître le nombre de tornades qui touchent chaque année ce pays, car beaucoup de zones sont très isolées. Mais certains spécialistes pensent qu'il y en a au moins autant qu'aux États-Unis, soit plus de 1000 par an. Le jet stream est très fort au Bangladesh. Et comme aux États-Unis, plusieurs masses d'air aux températures très différentes se rencontrent. D'un côté l'air chaud et humide venu du golfe du Bengale, de l'autre, l'air glacial descendu de l'Himalaya. Vous avez des glaciers qui sont très froids et donc qui refroidissent un petit peu l'air qui est juste immédiatement à leur proximité. Et si c'est en altitude, l'air froid étant plus lourd que, on va dire, l'air ambiant en montagne, par exemple, en plein été, cet air froid qui est produit par le glacier, il va descendre dans la vallée. Encore plus incroyable, il y a même des tornades au-dessus de la mer. Les spécialistes les appellent des trompes d'eau. Et si elles sont très impressionnantes, elles sont moins puissantes que les tornades terrestres. Comme elles ont besoin que de l'air chaud soit poussé vers le haut par de l'air froid, afin qu'une colonne apparaisse et se mette à tourner. Pour qu'elle soit puissante, il faut que la différence de température entre air chaud et air froid soit très grande. Or, une des caractéristiques de l'océan limite cette différence. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. L'océan, en fait, a une inertie thermique très importante et met beaucoup de temps à restituer la chaleur qu'il a pu emmagasiner, contrairement à la Terre, par exemple, qui sera en mesure de restituer cette chaleur beaucoup plus rapidement. Sur la terre ferme, la température peut augmenter de plusieurs dizaines de degrés en quelques heures à peine. Mais il faut beaucoup plus de temps sur la mer. Comme la mer dégage moins de chaleur, la différence avec l'air plus froid est moins forte. Et les tornades marines, les trompes d'eau, sont moins puissantes. Les tornades peuvent donc se former dans de nombreux endroits du monde, même en pleine mer. Qu'en est-il de l'Europe et plus particulièrement de la France? Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a beaucoup plus de tornades qu'on pourrait le croire. Donc en France, effectivement, contrairement à l'idée reçue, il y a des tornades, entre 150 en moyenne et 200 annuellement.
dont la quasi-totalité sont heureusement des F0. Donc F0, ça veut dire de très faible durée et qui causent peu de dégâts, donc qui se remarquent au final très peu. Même si la plupart des tornades françaises sont de faible intensité, certaines ont pourtant été particulièrement ravageuses. On a eu 2 F5 en France officiellement répertoriées. Une en 1845 qui a traversé une partie de la Seine-Maritime en provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes et qui a aussi créé plusieurs centaines de blessés et de grosses destructions. Et une plus récente en 1967 dans le Pas-de-Calais qui a tué 6 personnes et là aussi a provoqué pas mal de dégâts. Le 24 juin 1967, un tourbillon géant de 250 mètres de large a tout ravagé pendant 25 km, entraînant la mort de 6 personnes. Un bilan dramatique mais qui aurait pu être pire, car la tornade n'a pas traversé de ville. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé à moins de 100 km de là, le 3 août 2008. C'était à Hautmont, dans la banlieue de Maubeuge. Si on reprend le cas de la tornade de Hautmont, on a donc affaire à un phénomène qui est passé du statut de F0 à F4 relativement rapidement quand même. C'est un phénomène qui mesurait entre 70 et 100 mètres au plus large, qui se déplaçait à près de 100 km/h. En moins de 15 minutes, la tornade d'Hautmont a parcouru 19 km, tuant 3 personnes et occasionnant de nombreux dégâts. Une catastrophe rendue possible par les conditions météorologiques de ce jour d'été. Ce jour-là, le 3 août 2008, on a un front froid orageux qui s'est mis en place sur le nord du pays, avec de l'air chaud et humide qui remontait depuis le centre de la France. En altitude, on avait aussi un fort cisaillement avec un jet stream qui dépassait les 100 nœuds, donc proche de 180 km/h. Comme dans la tornado allée, c'est la présence du jet stream et la rencontre de masses d'air de différentes températures qui va entraîner l'apparition d'une tornade. Dans la région, de l'air froid venu d'Angleterre et de l'air chaud en provenance de la Méditerranée se rencontrent couramment. C'est ce qui explique que les tornades les plus dangereuses dans notre pays ont généralement lieu sur la même partie du territoire français, le nord et le nord-ouest. Ce jour-là, c'est en fin de journée que se forme le mésocyclone. L'air chaud se met à monter, poussé par l'air froid venu d'Angleterre. Puis le courant d'air chaud se met en rotation sous l'effet du jet stream. Cette énorme colonne de vent ascendant est pour l'instant assez loin au-dessus du sol, à environ 6 km d'altitude. Comme aux États-Unis, poussé par l'air froid et aspiré par le passage du jet stream, l'air qui monte en tourbillonnant va gagner en vitesse. Il va finir par aller tellement vite qu'une paroi invisible commence à se former. C'est la naissance d'un tube. La zone tourbillonnaire qui forme un tube, ça se comporte comme une cloison en définitive. C'est presque étanche en fait entre ce qui se passe à l'intérieur du tube et à l'extérieur. Dans ce tube devenu presque étanche, l'augmentation de la vitesse va entraîner un autre phénomène qui est la base de l'apparition d'une tornade. Le tube va devenir de plus en plus fin. Pourquoi ? À cause d'une des règles de base de la physique. Dès lors que la vitesse de rotation augmente, le diamètre du tourbillon diminue. Cette règle, c'est ce que les scientifiques appellent la conservation du moment cinétique. La conservation du moment cinétique, c'est une propriété physique que l'on rencontre par exemple dans le patinage artistique. Prenons l'exemple d'un patineur artistique qui tourne sur lui-même avec les bras écartés. Dès lors qu'il va rapprocher les bras de son axe de rotation, il va se mettre à accélérer. Et dès qu'il réécarte les bras, sa vitesse de rotation ralentit. C'est une loi physique universelle. Dans tout mouvement circulaire, le rapport entre la vitesse de rotation et le diamètre est toujours le même. Pour la tornade, si la vitesse augmente, le diamètre du tuyau, qu'on appelle le tuba, diminue. Plus il devient fin, plus il s'étend vers le bas. Pour conserver la matière, si le diamètre diminue, nécessairement, il va devoir prendre plus d'ampleur dans l'autre direction, c'est-à-dire s'allonger. La tornade est née. Elle va se former en quelques secondes. Le tuba, on commence à le voir apparaître sous la base du nuage et progressivement il va s'étirer. Même si le mouvement est de bas vers le haut, on voit le tuba de plus en plus se former en se rapprochant du sol. Le 8 août 2008 à 22h28, la tornade touche le sol dans un champ situé à 8 km à l'ouest d'Hautmont. Cela fait quelques heures que l'orage gronde. Mais les habitants de la région ne peuvent imaginer le cataclysme qui va bientôt foncer sur eux. D'abord de faible intensité, elle se renforce passant de F0 à F4 en moins de 2 minutes et parcourant dans le même temps 3 km. Vous sortez de chez vous, vous arrivez, vous voyez ce phénomène qui arrive. Honnêtement, il n'y a plus rien à faire. La tornade se dirige à toute vitesse sur la rue du Vieux-Ménil, dans la commune de Boussières-sur-Sambre. À cette heure tardive, Jean-Christophe et Sophie Poulet étaient couchés dans leur chambre. Et ce n'est pas la tornade qui va les réveiller.
On avait l'impression que le ciel était tout blanc, tout jaune, vraiment. Et c'est ce qui m'a réveillée, moi, la lumière. Donc je me suis levée pour fermer la fenêtre de ma chambre. Bien sûr, qui dit orage dit éclair. Et si la luminosité est aussi forte, c'est que ces éclairs se réfléchissent sur les parois de la tornade. Mais tout va trop vite. Pour le couple, ce soir-là, pas le temps de reconnaître ce qui arrive droit sur eux. J'ai senti les murs, vraiment une pression qui est arrivée sur la maison, mais c'était quelque chose d'énorme. En quelques secondes, tout va basculer. Et quand j'ai pris la poignée pour baisser le volet, la vitre a explosé. Et là, j'ai été propulsée, j'ai été projetée dans le couloir. Et là, je me suis sentie tomber et tout a commencé à me tomber dessus. Malgré la violence du choc, Sophie réalise que la fenêtre a explosé vers l'extérieur. Là encore, c'est la différence de pression qui est en cause. À cause de la vitesse des vents ascendants au cœur de la tornade, la pression est très basse à l'intérieur du tourbillon. Or, dans leur maison, la pression est tout à fait normale. La nature a horreur des déséquilibres. Donc l'air à l'intérieur de la maison va essayer de sortir pour rejoindre celui de la tornade. Ça doit s'équilibrer et donc ça engendre des forces sur les parois de la maison. Si ces forces sont trop grandes, les points les plus faibles de la maison vont partir en premier. Ça va être les fenêtres qui vont être attirées à l'extérieur, puisqu'il y a une pression plus faible à l'extérieur. Et puis si c'est vraiment trop fort, la maison ne va pas avoir le temps de réagir. Enfin, même les fenêtres cassées, ça va se passer trop vite et donc ça va arracher aussi la partie solide, les murs de la maison. C'est exactement ce qui est arrivé à la résidence du couple ce 8 août 2008. Je tournais ma tête vers le ciel. Je savais même pas que j'avais perdu ma toiture. Et d'un seul coup, je voyais tous les murs s'arracher comme on peut arracher un beefsteak. À la puissance destructrice engendrée par la différence de pression, vient s'ajouter la très forte aspiration de la tornade. En quelques secondes, la maison est détruite. Et là, je me suis retrouvée sur la maison. La maison, elle était sur 1 mètre de hauteur. Et je me suis retrouvée debout sur la maison. Jean-Christophe est blessé au pied. Mais lui et sa femme sont vivants, miraculés. La tornade s'éloigne, mais une seconde catastrophe va s'abattre sur eux. Et là, à ce moment-là, des trombes d'eau se sont mises à tomber. Mais alors, infernal, quoi. J'ai jamais vu ça. À une force. L'air chaud et humide aspiré par la tornade s'est refroidi et s'est condensé pour former des gouttes. Si elles étaient tombées sur place, elles auraient tué l'orage en noyant son alimentation en air chaud. Mais malheureusement, comme aux États-Unis, le jet stream a décalé ces nuages chargés de pluie. Les cisaillements de vitesse vont pousser la zone de précipitation à l'extérieur de la colonne d'alimentation en air chaud. De cette façon, la tornade, elle peut perdurer et elle peut toujours continuer à se nourrir en carburant. À Aumont, en 2008, les nuages chargés de pluie ont été poussés. Ils font tomber des tonnes d'eau et forment un déluge qui suit de près la tornade. Heureusement pour les habitants, il ne s'agissait que d'eau liquide et non pas de grêle, car la grêle peut être particulièrement destructrice. Dans un orage, la taille des grêlons peut être très variable. Les plus gros, par exemple, faisaient une vingtaine de centimètres, c'est la taille d'un melon, en gros, et on avoisine le kilo. En effet, quand le courant d'air chaud et humide se condense en haute altitude, l'eau peut geler. Si ce courant est assez fort, il va continuer à faire monter de l'eau assez longtemps pour que les grêlons grossissent avant de finir par tomber du fait de leur poids. Dans la banlieue d'Aumont, le 8 août 2008, la tornade continue sa course et se dirige vers la ville. Sur son chemin se trouve une petite forêt, le bois de Fay. Un tel obstacle avec des centaines de grands arbres peut-il freiner sa course? C'est exactement l'inverse qui va se produire. La zone de dégâts de la tornade s'élargit, passant de 100 à plus de 200 mètres de large. Pourquoi? À cause des vents violents qui se trouvent à sa base, ce que les spécialistes appellent le buisson de la tornade. Ce que l'on appelle le buisson de la tornade, c'est cette zone d'aspiration où on va retrouver la majeure partie des objets, des poussières et de tous les éléments aspirés qui gravitent autour du vortex. En entrant dans la forêt, la tornade arrache de nombreux arbres, qui vont tourner avec elle, occasionnant à leur tour de nouvelles destructions. Sa zone de dégâts devient alors beaucoup plus large. Et ce n'est pas tout. Des vents violents peuvent s'ajouter au tourbillon principal. Et pour ça, il suffit qu'il y ait un chemin forestier. Ce chemin bordé d'arbres va se comporter comme un goulet d'étranglement pour le vent. Le vent qui arrive aux abords d'une forêt n'a d'autre choix que de passer par des espaces plus restreints. Et en fait, pour conserver son débit, eh bien, il va devoir accélérer sur des espaces comme un chemin forestier, par exemple, ou entre les arbres. Il y a moins d'espace pour passer, mais autant de molécules d'air. Celles-ci vont donc forcer le passage en accélérant. Dans le bois, des centaines d'arbres sont déracinés. Pour d'autres, leurs troncs semblent avoir été torsadés et en partie arrachés. Un phénomène spectaculaire qui, là encore, s'explique parfaitement par la science.
La caractéristique des tornades, c'est quand même que c'est un phénomène très localisé avec des très grandes vitesses de vent. Et donc ça veut dire qu'en très peu de distance latéralement, vous allez avoir une très grande variation de la vitesse du vent. Concrètement, cela veut dire qu'un côté de l'arbre se retrouve au cœur de la tornade avec des vents à plus de 300 km/h. Alors que l'autre sera en dehors, là où les vents sont beaucoup moins rapides. Résultat, la force appliquée d'un côté sera beaucoup plus importante que de l'autre, faisant tourner l'arbre sur lui-même. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire si on veut arracher une herbe ou un truc comme ça. Si vous tirez juste vers le haut, c'est assez dur. Mais si vous, en plus, vous tournez, vous allez l'arracher beaucoup plus facilement. Sortie du bois, la tornade est au maximum de sa puissance quand elle entre dans la ville d'Hautmont. Elle passe à côté d'un stade et se dirige droit sur un lotissement. C'est venu par là, ça venait comme ça. C'est pour ça que tout ce qui est maison comme ça a été balayé. Et tout ce qui est comme ça, ils ont été moins atteints. De nombreuses maisons sont très endommagées. La panique est totale. D'autant que le tourbillon géant fait un bruit assourdissant. Un sifflement comme un mirage qui passait. Vous avez cru un avion, un mirage? Ça sifflait fort, ça sifflait. Il y a eu même des explosions. Bien sûr, la tornade arrache les câbles électriques, ce qui entraîne des explosions. Mais la tornade elle-même produit un son, un grondement parmi les plus graves émis sur Terre. Les sons émis par une tornade sont proches des infrasons. Ils sont émis par les vibrations ou les mouvements au sein de la tornade ou la friction entre la tornade et l'air environnant. Le vent tourbillonnant forme la paroi d'un gigantesque tube qui tourne très vite sur lui-même. En tournant, il frotte l'air qui est autour jusqu'à produire des sons extrêmement graves. À cela s'ajoutent aussi les sons provoqués par les débris projetés dans tous les sens. Encore plus incroyable, cet homme a pu constater l'énorme puissance de la tornade. J'ai vu le camping-car bouger, la montée. Il était à l'intérieur du véhicule quand le drame a eu lieu. Et j'ai vu que j'étais soulevé en hauteur, puis après il a redescendu et je suis retombé, il est retombé par terre. La tornade a réussi à soulever un camping-car de plusieurs tonnes. C'est logique car, comme l'expliquent les scientifiques, à l'intérieur il y a une très forte aspiration due à la pression très basse. Donc ça agit en fait comme un aspirateur. Les cloisons du tube, c'est l'air en rotation, mais au milieu vous avez une dépression. Donc on peut très bien aspirer tout un tas d'objets et selon la force de la tornade, on va aspirer des plus ou moins gros objets. Heureusement, le camping-car retombe rapidement au sol. Son propriétaire a eu beaucoup de chance, car des très grosses tornades peuvent projeter des voitures, voire des camions sur plusieurs centaines de mètres. Encore plus impressionnant, des objets peuvent aller beaucoup plus loin si la tornade est assez forte pour les aspirer jusqu'au jet stream. Si un objet est aspiré, par exemple, par la tornade au niveau des vents d'altitude, ça va permettre à cet objet de voyager sur de grandes distances. Certains objets ont ainsi été retrouvés à plusieurs centaines de kilomètres, poussés par ce vent qui peut atteindre 500 km/h. À Hautmont, la tornade continue sa course et se rapproche de l'hôpital. Comme on le voit parfaitement sur ces images, elle va détruire la moitié du toit, réalisant ainsi une découpe quasi chirurgicale. Qu'est-ce qui explique cette coupure aussi nette? Pourquoi une tornade détruit tout à un endroit en ne faisant même pas tomber les objets à quelques dizaines de centimètres de là? L'explication tient encore une fois dans la différence de pression qu'il y a entre le cœur de la tornade et celle dans le bâtiment qui va être touché. L'air qui est dans l'immeuble va tenter de sortir pour aller remplir le vide dans le vortex. Et pour ça, il va détruire tout ce qu'il y a sur son passage, mais rien d'autre. On peut très bien arracher la moitié d'une maison. Une fois qu'elle est complètement ouverte, il n'y a plus de danger puisque les pressions vont être équilibrées entre l'intérieur et l'extérieur. Donc d'où le phénomène qui peut être effectivement très localisé comme ça. Plus de différence de pression, donc plus de dégâts. La tornade est passée en laissant des édifices détruits à moitié. Pour autant, le danger reste omniprésent, d'autant que le monstre de vent avance de façon totalement imprévisible. Alors on a déjà vu des tornades qui par exemple évoluaient à 30 km/h en vitesse de déplacement, qui tout à coup ont accéléré, sont passés à des vitesses bien plus importantes, pas loin des 100 km/h, et qui parfois tournent quasiment à angle droit. Donc vous êtes dans la maison, vous voyez le phénomène qui arrive sur vous, vous vous dites dans 5 minutes je suis mort, et là, la tornade tourne et passe en fait sur la maison du voisin. Qu'est-ce qui explique la trajectoire d'une tornade? Les scientifiques ont identifié plusieurs facteurs mais ne connaissent pas encore précisément son fonctionnement.
Elle va se déplacer pour tout un tas de raisons qui nous sont pour la plupart inconnues, mais en tout cas, en fonction de la nature du sol sur lequel elle va évoluer, en fonction du nombre de débris qu'elle va avaler, en fonction de l'humidité de l'air dans la zone où elle évolue, et de tous ces facteurs qui font que la tornade peut en tout cas avoir une capacité d'évolution qui est totalement propre à elle-même, mais en plus, totalement imprévisible. Dans le nord de la France, la tornade a déjà parcouru 12 km et va encore avancer de près de 7 km en faiblissant. Ce n'est qu'après avoir traversé au Mont puis Maubeuge qu'elle va finir par disparaître, juste avant la frontière avec la Belgique. Qu'est-ce qui explique cette disparition? Ce sont les précipitations qui accompagnent l'orage, qui vont finir par l'étouffer. La phase d'affaiblissement d'une tornade, c'est lorsque les précipitations commencent à trop entourer la zone d'ascendance et à couper l'alimentation en air chaud et humide et à déstructurer la rotation de l'orage. Si les pluies encerclent complètement la tornade, l'air chaud et humide qui l'alimente n'arrive plus à passer et la tornade finit par disparaître. Voilà pour le vortex d'Aumont, qui en un quart d'heure aura coûté la vie à 3 personnes et en aura blessé une quinzaine. Plus de 1000 bâtiments ont été endommagés, dont 250 rendus inhabitables et 2 totalement détruits. Cette tornade est désormais à la 3e place des plus dangereuses qu'ait connue notre pays. Et ce jour-là, à l'échelle européenne, elle n'a pas été un incident isolé. La ligne de rencontre de la masse d'air froid venue d'Angleterre, avec celle plus chaude du sud, a créé de nombreux orages supercellulaires en même temps. 2 tornades ont été repérées en Hollande et 2 autres en Allemagne, où 3 trombes marines se sont aussi formées. Heureusement, ces 7 autres tourbillons n'ont pas fait de dégâts. Cela montre que quand les conditions nécessaires à la création d'orages supercellulaires sont réunies, plusieurs peuvent se déclencher en même temps. C'est ce que les scientifiques appellent un outbreak. On peut avoir parfois des séquences d'orages violents qui produisent de nombreuses tornades. Ça peut aller parfois jusqu'à plusieurs centaines de tornades en quelques jours. Un outbreak, c'est ce qui s'est passé du 22 au 31 mai 2008 dans la Tornado Alley aux États-Unis. 239 tornades se sont formées sur cette courte période, dont 170 les 3 premiers jours. Et si autant de catastrophes se sont produites en aussi peu de temps, c'est que les conditions pour que de nombreux orages supercellulaires se forment étaient incroyablement réunies. D'une part, un gros différentiel de température, des masses d'air opposées, un courant jet stream en altitude, et puis des vents sens contraire. Les scientifiques nous le rappellent. Pour qu'un orage passe en catégorie supercellulaire, c'est-à-dire créateur de tornades, certains éléments sont indispensables. Il faut d'abord que de l'air chaud et humide rencontre de l'air plus froid. Moins lourd que ce dernier, l'air chaud va se transformer en vent ascendant de plus en plus rapide. Il faut ensuite qu'un vent puissant en altitude souffle en direction opposée des vents qui sont proches du sol. Il va mettre en rotation l'air chaud qui monte à grande vitesse, créant une colonne de vent tourbillonnant. Cette colonne est à la base très large, puis elle va se concentrer et un début de tornade va apparaître à la base du nuage d'orage et va descendre jusqu'à toucher le sol. Le 22 mai 2008, en début de journée, dans le centre de la météorologie américaine dédié aux tornades, les prévisionnistes sont en alerte maximum car ils ont repéré des orages particulièrement violents. Souvent, on voit arriver ces systèmes orageux une semaine à l'avance, grâce à nos modèles. On connaît ces phénomènes et on sait qu'ils sont annonciateurs de conditions très dangereuses. Vu qu'il y a plus de 800 tornades qui s'abattent chaque année dans la Tornado Alley, un système d'alerte très performant a été mis en place par les scientifiques. Des messages se mettent à tourner en boucle sur les radios de 5 États, et notamment dans la petite ville de Windsor, dans le Colorado. Ce jour-là, Maggie Barnhill n'a pas écouté la radio. Elle n'a aucune conscience de ce qui se prépare. En fin d'après-midi, sa vie va basculer en quelques instants. On venait de rentrer, j'avais pris mon fils à l'école. On a mangé une soupe et on venait de finir quand l'électricité s'est éteinte et de la grêle s'est mise à tomber. À 18h26, la tornade s'est formée à 35 km au sud de la ville. Elle est accompagnée de très fortes précipitations sous la forme de grêlons énormes, de la taille d'une balle de baseball. Il faut savoir quand même qu'un grêlon, au-delà de 6 cm de diamètre, est potentiellement létal. Quand il va descendre, il peut tomber à des vitesses qui avoisinent les 180-190 km/h. Ce n'est pourtant pas ce qu'il va y avoir de plus destructeur, car la tornade qui vient de se former fait partie de la catégorie la plus dangereuse, ce que les scientifiques appellent les multivortex. Les tornades multivortex
Ça peut aller jusqu'à typiquement 2 à 5 petits vortex secondaires qui se développent au sein d'un vaste vortex. Imaginez qu'à l'intérieur de la tornade de Windsor, il y a d'autres tornades plus petites. On pourrait croire que ces tourbillons ne peuvent pas faire grand-chose de plus que le vortex principal. Détrompez-vous. Les vents les plus forts ont été mesurés au cœur d'une tornade, une multivortex. Et là, au cœur d'un vortex secondaire, la vitesse a été mesurée à 484 km/h. Une vitesse de près de 500 km/h. Si les petits vortex sont limités par leur taille, leur puissance de destruction est incroyable. Pourquoi? Car la vitesse à laquelle ils tournent sur eux-mêmes va être démultipliée par celle du vortex principal. L'énergie de rotation d'ensemble de la tornade principale, ils arrivent à la concentrer sur une échelle plus réduite, mais donc avec une très forte intensité. Les spécialistes estiment que cela peut ajouter jusqu'à 160 km/h au vent tourbillonnant. À Windsor, quand la tornade arrive sur la maison de Maggie, la mère de famille réagit en quelques secondes. La grêle a détruit la terrasse, puis les chaises se sont envolées. J'ai dit, il faut y aller. J'ai pris mon fils et on est descendu à la cave. On était à peine arrivés en bas que les vitres ont explosé. Si Maggie et son fils sont encore en vie aujourd'hui, c'est qu'elle a eu le meilleur réflexe possible à ce moment-là. Dans le cas où un phénomène de ce type, donc une tornade F4 avec une telle vitesse et une telle rapidité de progression va arriver vers soi, la seule solution est de trouver de toute façon un abri sous terre, une cave. En cas de tornade, les bâtiments explosent de l'intérieur vers l'extérieur car la basse pression dans le vortex fait un appel d'air très fort, mais pas sous terre. La tornade, si elle arrive vraiment dessus, on va subir uniquement la partie aspirateur vertical. Heureusement, la tornade passe rapidement et n'a pas le temps d'emporter Maggie et son fils. À quelques centaines de mètres de chez elle, les dégâts sont encore plus impressionnants. On était dans l'abri et on a entendu des énormes bruits, comme si tout nous tombait dessus. C'était bruyant, tellement bruyant. Preuve de l'importance de se réfugier sous terre, la maison de cette habitante a été entièrement détruite. Elle en est sortie vivante grâce à un abri anti-tornade qu'elle a fait construire. Les habitants de la Tornado Alley, très habitués à ces forces de la nature, sont souvent bien équipés. Ils savent comment réagir et s'ils sont surpris loin de chez eux, ils se réfugient dans les sous-sols des hôtels ou des grands magasins. À Windsor, la tornade va continuer son chemin pendant encore plus de 20 km. Le bilan de ce terrible outbreak sera au final monstrueux. Des milliers de véhicules et de bâtiments détruits, 13 morts, plusieurs milliards de dollars de dégâts. Les tornades peuvent donc prendre de multiples formes. Les spécialistes ont même observé des tornades de feu. Ça va être l'air très chaud qui est emporté par les flammes et en montant brutalement, il va se mettre en rotation. Pour les scientifiques, les tornades de feu ne sont pas de la même famille car elles ne sont pas reliées à un orage. Elles dépendent cependant elles aussi des différences de pression nées des différences de température. Pour compenser en fait les écarts thermiques, l'atmosphère se met à tourbillonner pour ramener du chaud vers le froid. Extérieur. Reste à savoir si on arrivera un jour à prévoir les tornades à l'avance pour s'en prémunir. Déjà, les spécialistes disposent de nombreux outils pour reconnaître les orages potentiellement dangereux. Nos moyens de prévision dans ces catastrophes évoluent en permanence. Il est très important pour nous d'utiliser tous les outils que nous avons, les données radars, les satellites, les agents sur le terrain. Sur le terrain, les plus connus sont les chasseurs de tornades qui informent les services météorologiques américains. Mais vu le danger que cela représente, on développe de nouveaux moyens permettant de mesurer à distance ce qui se passe dans un orage supercellulaire. L'outil principal, c'est le radar Doppler. Un radar Doppler va envoyer des ondes en direction des nuages. Ces ondes vont se réfléchir, rebondir sur les petites gouttelettes d'eau, sur les cristaux de glace qui sont présents dans les nuages. En rebondissant, les ondes vont revenir au radar en fournissant un certain nombre d'informations. Les spécialistes peuvent par exemple calculer la distance à laquelle se trouve la tornade en se basant sur le temps de trajet aller-retour de l'onde. Ils vont même plus loin grâce au principe scientifique qui a donné le nom au radar, ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler est un phénomène physique dont on a tous fait l'expérience dans la vie quotidienne. Lorsqu'une ambulance se rapproche de nous, le son qu'elle émet nous apparaît aigu. Quand elle arrive à notre hauteur puis s'éloigne de nous, la perception que l'on a est un son plus grave. Ce que l'on constate, c'est que la fréquence de l'onde sonore
n'est pas la même si l'objet se rapproche de nous ou s'éloigne de nous. En analysant les différences de fréquence des ondes récupérées par le radar, les scientifiques peuvent savoir dans quelle direction la tornade se déplace et à quelle vitesse. Grâce au radar Doppler, mais aussi grâce aux ballons-sondes envoyés dans les orages ou aux modélisations numériques, les scientifiques en savent de plus en plus sur les tornades. Mais une solution pour s'en prémunir complètement reste aujourd'hui du domaine de la science-fiction. Il est quand même extrêmement difficile de prévoir avec précision une tornade. On peut prévoir l'orage et déterminer plus ou moins le type d'orage et en fonction savoir si cet orage, par exemple une supercellule, a de très grandes chances de donner une tornade. Maintenant, prévoir avec précision une tornade, on n'est absolument pas en mesure de le faire. D'autant plus qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que les modèles évoluent constamment. Ne serait-ce que par exemple l'adjonction dans l'atmosphère des centaines de millions de mètres cubes de polluants atmosphériques de toute nature. Les gaz toxiques que nous rejetons en permanence dans l'air brouillent les signaux que peuvent récupérer les scientifiques et modifient aussi les comportements des phénomènes atmosphériques. Leurs effets sur les tornades sont inconnus. Les tornades restent classées parmi les catastrophes naturelles les plus puissantes. Il est hors de question d'affronter un monstre pareil, un phénomène aussi destructeur qu'une tornade. Elles peuvent se déplacer à 100 km/h. Elles sont peuplées des vents les plus rapides de la planète. Sur la Terre comme sur la mer, des dizaines d'entre elles peuvent ravager un territoire au même moment, parfois entourées de précipitations si violentes que des grêlons de la taille d'un melon peuvent tomber du ciel. Elles déchirent des maisons comme des feuilles de papier et projettent des camions à des dizaines de kilomètres. Exactement où et quand cette force de la nature va frapper, les scientifiques ne le sauront peut-être jamais. Une récente étude américaine montre qu'il y a de plus en plus d'outbreaks. Les tornades restent un phénomène extrêmement destructeur.